Bonjour, bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être venu quand même pris le temps pour assister à cette conférence. Je vais d'abord me présenter. Effectivement, donc Anita van Elferen, je suis expert en livres anciens, histoire du livre, libraire, donc spécialisée dans l'histoire du livre. Et je suis, comme vous entendez sûrement de mon accent, je ne suis pas française, je suis hollandaise. Et j'habite et je travaille pendant déjà plus de 20 ans en France. Mais bon, je vous en prie quand même de m'excuser mes fautes de grammaire et de l'orthographe, parce que c'est sûr qu'il y en a pas. Bon, le thème de la conférence de ce soir, c'est la bibliomanie ou la passion des livres. Et j'essaie de voir. Et voilà, c'est parti. Donc, dans mon titre, j'avais mis le livre rare et précieux a toujours été un objet de collection dont témoignent les nombreuses importantes bibliothèques qui ont survécu les siècles. Mais de temps en temps, cette passion déborde. Et oui, donc on a des bibliophiles, on a des bibliomanes, on a toujours collectionné les livres anciens depuis, depuis tout le temps, les manuscrits après les livres. Donc, mais les collectionneurs de livres n'ont pas toujours eu une bonne réputation. C'est vrai qu'on disait souvent qu'on brûlait les cerveaux ou qu'ils étaient carrément fous d'un livre. Donc, même si vous regardez l'illustration que vous voyez que j'ai sur l'écran là, donc c'est une lithographie par Jean-Jacques François Monanteuil qui date d'autour de 1818. Et là, vous voyez une typique illustration d'une bibliomane, d'une fou de livres. Donc, en général, c'est un homme, oui, toujours des hommes, sur les illustrations, qui, euh, qui sont vraiment que dans le livre. Ils n'entendent rien, ils ne voient rien, ils lisent après leur comment dire, regardez les vêtements de ce monsieur qui est en train de lire. Ils sont tous troués comme si donc le graveur voudrait indiquer que la seule chose qui intéresse ce monsieur, c'est le livre, qui sûrement était vrai. Et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais là, il y a des petits souris. Donc voilà, la maison, là, est un complet bazar. Donc ce soir, vous avez déjà... ce soir, je vous parle de bibliophiles et de bibliomanes. Donc, leur représentation dans les images, dans les textes, leurs histoires et leurs collections. C'est un sujet que, tant que libraire, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très amusant. C'est un sujet aussi qui est beaucoup plus vaste qu'il le semble. Donc, ici, pour ce soir, c'est juste une introduction pour vous piquer votre curiosité, j'espère, et après, vous pouvez voir un peu partout. Vous allez revoir et voir des illustrations des bibliomanes, des bibliophiles. Donc, comme c'est une introduction, je vous parle donc juste de quelques noms parmi les nombreux personnages qui sont connus. Et je vais commencer par par vous expliquer quand même la différence entre la bibliophile et la bibliomane. Ça me semble quand même essentiel. On parle de quoi? C'est pas pareil. Donc, un bibliophile, c'est quelqu'un tous les deux, ils aiment les livres. Tous les deux, ils adorent même les livres. Mais le bibliophile, c'est choisir ses livres et le bibliomane les entasse. Il ne choisit pas, il achète, il achète, il achète. Et la bibliomanie, on retrouve surtout dans les textes du 19e siècle, bien sûr aussi avant et après. Je vais vous montrer des images et des textes, mais le 19e siècle, c'est le siècle des bibliomanes. Et pas seulement dans les livres, mais aussi dans les journaux, on parle de ce phénomène. Donc, et on parle de maladie qui est dangereusement répandue parmi les classes supérieures.
français, mais pas seulement français. Donc, la bibliomanie, vouloir avoir, posséder le plus de livres possible. Et beaucoup de journaux, etc., ont parlé de la bibliomanie, ont passé quelques phrases sur la bibliomanie. J'en ai trouvé un qui a passé en septembre 1868 dans un magasin qui s'appelle Le Siècle. Et il parle de la distinction, d'après lui, donc, entre l'amateur des livres et le fou de livres. Et il ne montre pas beaucoup d'indulgence pour la bibliomanie. Il dit, et là je cite, « Établissons d'abord aussi nettement que possible la distinction qui existe entre le bibliophile et le bibliomane. Le bibliophile est un homme d'un goût délicat, un gourmet, qui choisit ses mets et qui s'en assimile la substance. Oui. Il n'ignore pas ce que ces livres contiennent, car il les a dans sa mémoire aussi bien que dans son armoire. Par contre, le bibliomane, il est un peu moins heureux. Le bibliomane est un glouton qui, tourmenté d'un appétit vorace, avale tout ce qui se présente sans jamais rien digérer. Sa bibliothèque offre une image de chaos. Donc, pareil, on va le voir un peu plus tard, il y en a plusieurs bibliomanes qui possèdent beaucoup de maisons pleines de livres. Mais avant de continuer avec les bibliomanes, je voudrais juste vous montrer quelques livres et vous parler de quelques bibliophiles connus. Donc, on commence, j'allais dire presque bien sûr, par Jean Grolier. Donc, Jean Grolier de Servières, lui, il était le trésorier de France. C'était un bibliophile et peut-être le collectionneur le mieux connu aujourd'hui de son temps, en fait. Il possédait une bibliothèque, une riche bibliothèque avec à peu près 3000 livres et la plupart en riche reliure. Donc, 3000 livres, ça ne peut paraître pas beaucoup aujourd'hui, mais en fait, à l'époque, il ne faut pas oublier que les livres étaient vraiment pour l'élite, ils étaient assez chers. Donc, 3000 livres, c'était une belle bibliothèque. Et lui, donc, Grolier, il était ami avec les humanistes italiens et on lui dédicaçait beaucoup leurs livres. Et lui, c'était quelqu'un qui lisait les livres. Parce qu'on trouve beaucoup d'ouvrages qui viennent de sa bibliothèque. On voit des annotations de sa main. Mais cette bibliothèque est mieux connue pour les riches reliures. Donc lui, il était vraiment un des premiers patrons des relieurs. Il faisait relier tous ses livres dans des reliures somptueuses. Et surtout, on voit sur l'illustration là, il y a presque toujours la phrase Grolier, Io Grolier et Amicorum, qu'on voit en bas de cette reliure, qui d'ailleurs est une reliure de Claude de Picq sur le Francisco Colonna Lipnertomachnia Polyphilie, donc une édition de Alde 1499, mais ça c'est un peu à côté. Donc lui, c'était quelqu'un qui partageait ce livre. Il invitait ses amis de venir voir, de venir lire et de venir découvrir ce qui était dans sa bibliothèque. Ils n'étaient pas tous comme ça, mais lui, oui. Et actuellement, il y a, quand en 1884, il y avait des bibliophiles à New York qui devraient choisir un nom pour leur club, ils ont choisi Grolier parce qu'il était très connu. Donc, actuellement, on a à New York le Grolier Club, qui était un club de bibliophiles du monde entier, pas que des Américains, principalement oui, mais pas que, et qui a maintenant 800 membres. Donc, son nom est toujours connu dans le milieu des bibliophiles. Un deuxième bibliophile,
qui a fait une très très belle bibliothèque, c'est Jacques-Auguste de Thou. Donc Jacques-Auguste de Thou, c'était un homme politique, mais aussi un écrivain, bibliophile bien évidemment. Et lui, il est nommé le grand maître de la librairie du roi par Henri de Navarre, après le mort d'Henri III. Donc, et c'est lui qui permet l'acquisition d'environ 800 volumes de la collection de manuscrits de Catherine de Médicis. Sa bibliothèque était célèbre. C'était encore une fois une bibliothèque qui était ouverte aux étudiants et aux étrangers. Et c'était une bibliothèque qui était savante, encyclopédique, donc tous les sujets l'intéressaient. Elle était considérée, elle est toujours considérée comme une des grandes bibliothèques privées, je veux dire, de son temps. Donc, avec à peu près 1000 manuscrits et 8000 volumes imprimés. Et presque tous ces livres ont les armoiries les armes de Thou sur le plat. Donc, comme vous voyez ici sur cet exemplaire qui couvre donc une édition Estienne, Paris-Estienne 1546. C'est une bibliothèque qui est restée dans la famille jusqu'en 1680. Après, c'était racheté par le président Ménard. Et après, c'était la famille Rohan-Soubise qui a dispersé finalement en 1789 la bibliothèque dans la vente des princes de Rohan-Soubise. Un autre nom deux noms qu'on va voir souvent dans l'histoire de la bibliophilie sont Jules Mazarin et Gabriel Naudet. Donc, je vais commencer par Naudet. Donc, Naudet, c'était un jeune érudit. Il était bibliothécaire chez Henri II de Mesme, si je prononce bien, le président à mortier du Parlement de Paris. Et lui, il va écrire un livre sur la bibliothèque. Bon, il devient, je vais y revenir, mais c'est lui donc qui devient le bibliothécaire de Jules Mazarin, le cardinal Mazarin, qui est le fondateur de la bibliothèque mazarine. Donc, la bibliothèque, je vais juste continuer avec le livre de Naudet, donc qu'il a écrit avant de devenir le bibliothécaire de Mazarin. Donc, Naudet, La vie pour dresser une bibliothèque. C'est un ouvrage qui était écrit en 1627. Ici, vous le voyez dans son seconde édition, Paris 1644. Un livre qui était très important dans l'histoire de la bibliothèque. D'abord, très innovante. D'abord parce que c'était un ouvrage savant, mais rédigé en français. Donc, pas en latin, comme c'était la coutume jusqu'à là. C'est un livre aussi qui ne se limite pas à une approche purement intellectuelle d'une bibliothèque. Il donne aussi beaucoup de conseils pratiques. Donc lui, ce que Naudet veut, c'est qu'on forme des bibliothèques universelles, les plus larges possibles, et qui sont ouverts au public. Donc, ces principes ne sont pas nouveaux, mais c'est la première fois qu'on les met ensemble dans un livre. Donc, systématiquement ensemble. Et à sa parution, en 1627, le texte n'est pas très bien accueilli par les savants. Après, quelques années plus tard, donc, quand la seconde édition paraît, en 1644, là, tout le monde veut voir, tout le monde veut lire ce livre, tout le monde qui s'intéresse à la bibliothèque, bien sûr. Et Naudet, donc, va mettre toutes ses pratiques, toutes ses idées en œuvre pour former la bibliothèque Mazarin. Mazarin que vous voyez ici à gauche. Et donc, la collection Mazarin
Donc, Mazarin, je ne sais pas s'il a besoin de beaucoup d'introduction, je ne pense pas trop, mais donc 1622-1661, il avait déjà une bibliothèque de plusieurs milliers de livres quand il était à Rome. Et après, quand il vient à Paris, il constitue une seconde bibliothèque à Paris. Et à partir de 1643, donc une année avant la deuxième édition, la seconde édition de La Vie, c'est Naudet qui devient sa bibliothécaire. Il veut voir, lui, il veut, comme je disais, construire, établir une bibliothèque le plus large possible avec les ouvrages les plus importants et vraiment la connaissance du monde. Cette bibliothèque ne va pas vraiment survivre parce qu'avec la Fronde en 1651, le Parlement vend la plupart de la bibliothèque. Mazarin ne s'arrête pas là. Il veut continuer, donc il commence une nouvelle bibliothèque à partir de 1653, qui, quelques années plus tard, en 1661, avait retrouvé pratiquement la même importance que la première. Et la première, donc, avait, vers 1648, à peu près 40 000 volumes, ce qui faisait la plus importante collection du monde du livre en Europe. Mazarin, donc, ne veut pas une deuxième fois perdre sa bibliothèque. Donc, c'est lui qui fonde le Collège des Quatre Nations et lègue l'ensemble de sa bibliothèque à tous les gens de lettres, à Collège des Quatre Nations, je veux dire. Et il demande que la bibliothèque sera ouverte à tous les gens de lettres pour au moins 2 fois par semaine. C'est ça, 2 fois par semaine. Donc là, de tout Grolier et Mazarin, on peut dire que c'était vraiment des bibliophiles. La bibliomane, c'est tout autre chose parce que donc, pour eux, il n'y a pas de système. Bon, il y a une ligne qui est un peu floue quand même. Parce que la première fois, quand qu'on retrouve le mot bibliomanie dans un texte, c'est une lettre de Guy Patin. Et Guy Patin, donc, ces dates sont 1601 jusqu'à 1672. Il était le docteur régent de la faculté de médecine de Paris et un professeur au Collège de France. Donc lui, s'était obsédé par le rêve humaniste d'avoir lu tous les livres imprimés. Il possédait donc aussi, lui, une des plus importantes bibliothèques, une des plus riches bibliothèques de Paris. Et de sa bibliothèque, lui, il dit « Elle est la lumière de mes yeux et le soulagement de mes peines. » Et c'est à lui qu'on attribue donc la paternité du mot bibliomane. Dans une lettre à un ami, j'ai trouvé différentes dates, donc il a sûrement l'utilisé plusieurs fois, mais dans les années 50 du XVIIe siècle, il écrit « Vous avez assez d'autres peines et de corvées de moi, sans qu'il soit besoin que vous vidiez votre bourse pour mes fantaisies et ma caprieuse bibliomanie, laquelle ne devrait faire peine que à moi seul. » Donc voilà, là on a, après il y en a différentes théories. Pour moi, c'est lui qui est vraiment la première, parce qu'on en parle d'autres, on en parle des professeurs à Utrecht, etc., mais ils sont un peu plus tardifs. Donc la bibliomanie, il y a plusieurs textes qui sont écrits et j'en ai juste pris quelques-uns à hasard. La bibliomanie, on ne choisit pas, on accumule. Donc, en 1714, Richard Simon écrit sa nouvelle bibliothèque choisie. Et il faut bien noter le mot choisie. Parce que lui, il dit qu'il a un peu marre
de tous ces gens qui veulent juste amasser juste tel nombre important de livres. Il considère que c'est mieux de choisir ces livres et pour avoir une bibliothèque plus petite. Il dit quand il parle de son livre, il dit oui, mais la bibliomanie ou la passion d'avoir un grand nombre de livres est une maladie commune à bien des gens, surtout en France, où l'on voit bien une infinité de bibliothèques très nombreuses qui ne servent que d'ornement et d'apparat. Donc lui, c'est un des nombreux livres qui parle tout simplement de comment on peut rester un bibliophile et avoir une bibliothèque limitée et pas trop grande. Pareil, même si le titre ne dit pas trop ça, mais en 1661, Louis Bouillot-Mermet écrit un petit livre qui s'appelle « De la bibliomanie ». Et ça, c'est un des premiers livres qui a fait une classification des bibliomanes. Donc, il analyse toutes les différentes formes de compulsion des excès dans les collections de livres. Il les nomme parce que lui, par exemple, il dit le bibliomane achète des livres pour décorer, encore une fois, décorer l'espace, arranger une exposition, tout simplement pour montrer aux autres ce précieux objet rare. Mais ce qui fait du bibliomane un cas maladif, c'est précisément son incapacité d'attribuer une utilité à sa pièce de collection. Donc, il parle d'une inutilité absurde et un excès de luxe. Et pas qu'en France. On écrit ce genre de livre parce qu'en 1809, on écrit, il y a Thomas Frognall Dibdin qui écrit aussi sur la bibliomanie ou la maladie des livres et qui parle à peu près des mêmes sujets. Pas seulement non plus à partir du XVIIIe siècle, parce que quand on descend dans le temps, on va au XVIe siècle, on a le fameux livre de Sébastien Brand, La Nef des fous, qui montre les différentes fous, entre guillemets, dans le livre. Et voilà, ici, le fou des livres, une illustration du fou des livres, qui n'est pas trop en train de lire le livre, mais qui est en train de le nettoyer. On a vraiment beaucoup d'illustrations sur la bibliomane. Mais après, pour avoir un bibliomane dans un texte littéraire, on va être en 1831 avec Charles Nodier. Donc Charles Nodier, lui, vous voyez ici, c'est évident, vous voyez là. Donc écrivain, romancier, le bibliothécaire de l'Arsenal depuis 1824 et bibliophile aussi, bibliomane même, parce que on lit dans les textes que tout l'argent que Nodier gagnait passait en livres. Et lui, tous les dimanches soirs, il tient les salons littéraires dans la bibliothèque de l'Arsenal où se croisent les futurs grands noms de la littérature. Et parmi eux, on trouve Balzac, Victor Hugo, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, etc. Théophile Gautier, d'ailleurs, qui lui aussi a une sorte de, peut-être un bibliomane, ou voilà, il aime beaucoup les livres. Mais lui, par exemple, il n'aimait pas les invites. Il préférait les infolios parce qu'il pouvait bien utiliser les infolios comme tabouret et pas les invites. Donc, Nodier, il joue une grande importance dans la naissance du mouvement romantique, mais il est d'accord aussi un bibliophile et un bibliomane. Comme je disais, tout l'argent que Nodier gagnait passait en livres. Et donc, il écrit un livre sur la bibliomanie. C'est le bibliomane, dont vous voyez la page de titre
à droite, par ici. C'est le premier portrait de collectionneur dont la vie est dirigée par son amour maladif des livres, des reliures, des faits divers. Voilà, son vie est vraiment... Ça tourne que autour des livres. Il est incapable de mener une vie normale. Et son héros, donc, son héros est un certain Théodore. Et dans Théodore sont réunis toutes les anomalies et toutes les obsessions les plus extrêmes d'un bibliomane. Donc, ce livre a été publié d'abord comme texte dans un autre livre. Donc, en 1831, ça paraît dans le livre des 101. Et la première édition, c'est pareil. Donc, c'est en 1895. Oui, 1895, à la librairie Conquet. Donc ça, c'est vraiment... Entre-temps, il a été réédité plusieurs fois, mais toujours dans comme texte dans un autre livre. Donc, le bibliomane est le portrait de bibliomane, mais aussi un portrait de la vie littéraire en France en 1831 et la malaise dans la République des lettres d'après Nodier. Donc, c'est plein des anecdotes sur les libraires, les relieurs, les imprimeurs, des maisons de vente aux enchères, des collectionneurs, etc. Et quelques années plus tard, c'est Flaubert qui lui aussi publie, et ça dans la revue rouennaise Le Colibri, son texte Bibliomanie. Là, je ne vais pas en parler de la bibliomanie de Flaubert, qui est publié d'ailleurs en 1837, mais je vais rester pour l'instant sur ce cher Théodore que vous avez tous connu. C'est comme ça que Nodier commence son texte. Il y a 20 ans que Théodore s'était retiré du monde pour travailler ou pour ne rien faire. Lesquels des deux? C'était un grand secret. Il songeait et on ne savait à quoi qu'il songeait. Il passait sa vie au milieu des livres et ne s'occupait que des livres, ce qui avait donné lieu à quelques-uns de penser qu'il composait un livre qui rendrait tous les autres livres inutiles. Mais il se trompait, évidemment. Théodore avait tiré trop bon parti de ses études pour ignorer que ce livre est fait il y a 300 ans. Voilà. Et là, il dit que c'est le 13e chapitre du livre premier de Rabelais. Mais de toute façon, Théodore, il ne parle pas, il ne rit pas, il ne joue pas, il ne mange pas, en fait, il ne fait plus rien. Il s'occupe des livres. Et il va même si loin qu'il ne regarde même plus les femmes. Bon, ok, il était marié, donc c'est peut-être pas... Mais quand il y avait une jolie femme qui passait, il ne regardait pas la femme, il regardait ses chaussures pour dire que oh là là, voilà bien du Marocain perdu. Et pas seulement ça, parce que pour lui, donc les vêtements, voilà, pas important, mais il s'embrouille une fois avec son coutumier qui lui a pas fait un manteau qu'il aimait bien. Parce que, comme il dit, cet habit est le dernier que je reçois de vous, si l'on oublie encore une fois de me faire des poches un quarto. Donc, l'un quarto, c'est la taille du livre. Et c'est une petite phrase assez importante, si on peut dire, dans ce sujet, ce qu'on va revoir dans les illustrations partout. Donc, c'est ces vêtements avec des grandes poches. Je vais vous en montrer quelques-uns. Et pareil, lui, c'est carrément un bibliomane, parce qu'un jour, il se rend dans une maison aux enchères, Sylvestre en fait, et là, il vend un livre qui était déjà vendu. Quand même, il demande s'il peut le regarder. Il applique son elseviriomètre, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, et là, il voit
que ce livre a 1/3 de ligne plus grand que l'exemplaire que lui, il a. Et ça, lui, c'est le fan de notre Théodore. Parce que c'est impensable que quelqu'un avait un livre qui est un peu plus grand que celui-ci, que lui, il avait. Donc, l'esviromètre, comme il a parlé dans l'illustration avant, c'est un petit instrument. Ici, vous voyez donc une publicité pour l'esviromètre dans une publication. Et après, là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus dans lequel. Mais petit instrument en ivoire de 20 cm pour mesurer les elzevires, donnant d'un côté les pouces et la ligne, et l'autre les centimètres et les millimètres. Et ça, on pouvait l'acheter pour 6 francs. Donc, les bibliomanes, les bouquinistes. Je vais vous montrer quelques illustrations. D'abord, avant, le titre de celui-ci est Le bouquiniste. Il faut savoir que le bouquiniste, au 19e siècle, au début du 19e siècle, ne veut pas dire donc le libraire, mais ça veut dire l'amateur des bouquins. Donc pas le vendeur des bouquins, mais l'amateur des bouquins. Et il y a un certain Ponce de Verdun qui a écrit un petit poème, si on peut dire, sur ce bouquiniste. Il dit « Ah, je la tiens, que je suis aise. Oui, c'est la bonne édition, car voilà, pages 9 et 13, les 2 fautes d'impression qui ne sont pas dans la mauvaise. » Donc, pour les vrais bibliomanes au 19e siècle, il fallait trouver des minuscules erreurs d'édition pour trouver la bonne ou la mauvaise édition. Et regardez aussi, parce qu'il est très content, lui, hein, il regarde, voilà. Mais regardez aussi, dans la poche, vous voyez un elzviromètre pour mesurer tous les livres qu'il voit, pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise édition. Encore une bouquiniste, donc encore un amateur de livres en jouissance. Et là, on retrouve les poches bien pleines de livres. Après, bon, ses vêtements, etc., ça ne l'intéresse pas, mais il a des grands poches. Là, ils sont peut-être pour les infoliats, pas pour les inquartos, mais il en trouve beaucoup. Encore un, donc les quais de la Seine, une illustration dans Edmond Téché, les tableaux de Paris. Donc, le bouquiniste, le bibliomane qui regarde, encore avec ses gros poches, et regardez derrière lui, vous voyez le chapeau avec déjà le livre qu'il a choisi. On n'a pas que des bibliophiles, des bibliomanes en France. Et j'ai juste quelques autres noms, mais il y en a des centaines, si on veut. Mais du même époque, on a le baron van Westrijnen van Tieland, qui est le fondateur du musée du livre aux Pays-Bas. Sir Thomas Phillips, qui voudrait avoir un exemplaire de tous les livres, un exemplaire de tous les autographes publiés, écrits. Et lui, il avait au moins 6 maisons plein à craquer de livres. Et en troisième, on a Antoine Boulard. Et c'est justement de cet Antoine Boulard que je voudrais vous parler un tout petit peu. Donc, Antoine Boulard, c'est un notaire parisien. Et le deuxième livre que Nodier écrit, donc à part la bibliomanie, il écrit un texte qui s'appelle L'amateur des livres. Et dans ce texte, il parle d'une visite qu'il a faite dans une des 6 maisons de Boulard
où se trouvent des tas et des tas et des tas de livres, comme vraiment des pierres, des murs de livres qu'il lit. Donc, il demande d'avoir un certain livre que Boulard ne retrouve pas, et Nodier, il fuit la maison car il a peur qu'il sera enterré par les gros infolios. Et ce Boulard devient une figure mythique qui aura jusqu'à 10 maisons pleines de livres. Il y en a qui disent 1, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 10. Mais donc, on a dans certains textes, on retrouve qu'il a 10 maisons et jusqu'à 800 000 livres. Sa collection ne consiste pas dans des livres de grands reliures, etc., mais surtout des livres ordinaires, donc des livres de colportage, etc., qui sont vendus sur les quais aussi, et qui ne sont pas en général collectionnés au début du 19e siècle. Cette vente donc a lieu en 5 parties. Là, c'est la première partie de la catalogue de vente. Donc, 248 jours de vente et plus de 300 000 livres vendus. Et la moitié, tout simplement, dans des lots de 30 livres. 5 000 lots de 30 livres pour avoir vendu, pour vendre cette collection. Un catalogue donc assez difficile à trouver actuellement. On n'a pas que des collectionneurs qui collectionnent tout simplement et honnêtement, mais on en a aussi qui ne peuvent pas s'empêcher de voler des livres. Et le personnage le plus connu, c'est probablement Monsieur Libri, le comte Libri, ou Guglielmo Libri, Caruca dalla Sommaia, ou en français plutôt connu comme le comte Libri. Donc lui, c'était un mathématicien brillant, un historien, un bibliophile, mais aussi un bibliomane. Et lui, donc, il est devenu célèbre pour ses vols de livres. En fait, il est né en Italie, italien. Il est en exil en France. Il soit neutralisé, donc il aura la nationalité française en 1833. Il est élu membre de l'Académie des sciences en 1833, tout de suite après sa naturalisation. Et en 1841, il se fait nommer secrétaire de la commission du catalogue général des manuscrits et des bibliothèques publiques de France. Il parcourit donc le pays et voilà, il parle quand même de l'état déplorable des bibliothèques en France, etc. Mais quand même, ça lui sert bien, si je peux dire. Parce que, comment dire, un emprunt entraîne un autre et il complète petit à petit sa collection de livres rares, des livres rares et des autographes. Ça dure des années. En 1847, il y a un rapport à publier qui estime qu'il aura vendu pour une fortune des livres dans les bibliothèques en France depuis 5 ans. On parle de montant à cette époque-là de 500 000 francs. Donc Libri, il entend parler de ce rapport, il fuit la France, il part pour Londres et là, il se fait accueillir comme réfugié français. Il fuit la Révolution en France en 1848, mais quand même, il amène 30 000 de ses livres et manuscrits dans 18 malles, dont seulement 6 seront confisqués par la douane. Donc, à Londres, comme réfugié politique,
il devient quand même, il est bien accueilli. Mais à Paris, il est condamné en 1850, donc 3 ans après le rapport, à 10 ans de réclusion, qui ne sert jamais, parce qu'il reste en exil en France. Cette condamnation est contestée par Prosper Mérimée, un de ses amis et des autres. Et donc, l'affaire Libri est lancée. Il y en a des 30, je pense qu'il y en a 33, plusieurs. Donc, pamphlets qui sont écrits pour l'innocence ou contre l'innocence de Libri, du comte Libri. Finalement, il obtient la nationalité anglaise. Et entre 1847 et 1862, il arrive à vendre ses livres par plusieurs ventes aux enchères. Donc, ils sont repartis un peu partout dans le monde. Et même encore aujourd'hui, on en retrouve dans la bibliothèque, dans les ventes, etc., qui, la plupart du temps, sont bien retournés donc, à leur bibliothèque d'origine. Mais lui, c'était vraiment le personnage le plus connu. Autre affaire plutôt amusante, cette fois-ci, c'est la vente Fortsas. Il s'agit de la collection de Jean Nepomucène Auguste Pineau, un nom un peu fantastique. Je ne sais pas si vous trouvez ça, mais bon, le comte de Fortsas. Et ces dates-là, ce monsieur-là, sont 1770 jusqu'à 1839. Et donc là, vous voyez le catalogue de ces livres qui sera vendu aux enchères le 9 août 1840 à Binche, en Belgique. Donc, la vente Fortsas, c'est en fait c'est un catalogue qui est envoyé par la poste à vraiment tous les bibliophiles européens importants de l'époque. Et eux, ils sont tous ravis, ils sont tous excités parce que il s'agit d'une collection très modeste, 52 livres qui sont dans le catalogue, d'une collection qui comptait au début 222 livres seulement. Et voilà, tous les bibliophiles, en général, de temps en temps, il y a bien sûr quelqu'un qui commence à collectionner des livres, quelqu'un qui reste un peu dans l'ombre, souvent les bibliophiles veulent rester aussi dans l'ombre, et là, tout d'un coup, donc, on reçoit un catalogue de livres de comte Fortsas. Personne n'a entendu parler de ce monsieur, personne n'a entendu parler de cette collection, mais dans la préface, on lit que chaque livre est unique et que le monsieur a collectionné donc pendant 40 ans que des livres uniques, et s'il retrouvait un autre exemplaire d'un livre qu'il avait déjà, il jetait, il détruisait, il le vendait, etc. Résultat, 52 livres à vendre. Donc, tous les bibliophiles de l'Europe encore se déplacent, dont Nodier, on a parlé, et vont se retrouver à Binche pour découvrir là-bas. Ils espèrent bien sûr que rencontrent aucun de leurs collectionneurs, mais là-bas, ils se retrouvent tous ensemble pour découvrir que le lieu de vente n'est pas connu. Et on ne connaît pas non plus le comte Fortsas. Donc déjà, ils sont un peu méfiants. Mais la veille de la vente, il voit une publication dans le journal de là-bas que la vente est annulée. L'ensemble du fonds est acheté par la bibliothèque publique de Binche. Bon, il y en a qui sont déçus, qui partent, mais il y en a quand même d'autres qui disent oui, mais on s'est déplacé, on veut quand même voir ces livres. Donc, ils se rendent à la bibliothèque de Binche seulement pour trouver qu'il n'y en a pas de bibliothèque.
Donc, ils étaient victimes d'une farce assez réussie. Et on ne sait pas qui est l'auteur. Au début, on pense que ça peut être Nodier, parce que lui, il rigolait un petit peu, il aimait, voilà. Il s'amusait avec ça. Finalement, c'était pas lui, mais c'était René Chalon de Bruxelles, donc, qui a fait imprimer à ses frais ce catalogue, l'a envoyé, et tout de suite après la parution, tout de suite après que cette affaire, la farce, la canular Fortas, le catalogue, donc, qui était imprimé entre, j'ai trouvé 100 ou 132, mais voilà, moins de 150 exemplaires, est devenu un objet de collection très recherché. Donc maintenant, c'est introuvable. C'est pas du tout. De temps en temps, on en trouve, mais c'est assez cher. Donc là, j'ai parlé un tout petit peu de des différentes sortes de bibliophiles, des bibliomanes. Juste encore 2-3 remarques sur des méthodes de classer les livres, donc par des bibliophiles. C'est juste, je trouve ça amusant aussi. Parce que bon, on a tous, quand on a une bibliothèque, il faut qu'on l'organise, sinon on ne retrouve rien. Voir l'avis de Nodier qui dit que les livres doivent être organisés pour qu'on puisse les retrouver. Mais donc, Théophile Gautier, comme je disais déjà, il n'aimait pas les invites parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur les invites. Samuel Pepys, en Angleterre, lui, il détestait les livres qui n'étaient pas au même auteur. Donc, il faisait faire des talons pour mettre en dessous des livres pour qu'ils étaient tous pareils. Et même, mais ça c'était, voilà, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je voudrais terminer par une phrase que je vais traduire parce que je l'ai écrit en anglais, que j'ai trouvé assez amusant pour finir cette petite conférence, cette introduction sur la maladie et les bizarreries des rangements, etc., des livres. Et donc, il y a un livre d'étiquette, un livre de mœurs, si je peux dire, de 1863, anglais, dit que en fait, les œuvres des auteurs hommes et femmes doivent être absolument séparées dans leurs étagères. Si ils sont quand même côte à côte, il faut quand même qu'ils sont mariés, parce que sinon on ne peut pas mettre un auteur et une auteure ensemble à côté dans leur bibliothèque. Je pense que j'ai fait un peu le tour, comme j'ai dit, de cette introduction sur la bibliomanie. Il y a plein d'autres livres qui sont vendus, qui sont écrits, plein d'illustrations publiées sur le sujet. Donc, voilà, j'espère que ça vous incite à peut-être les trouver. Merci pour votre attention.